Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment, pendant le 20h sur François Corse via Stella, évidemment. Souvenez-vous du film éternel Sunshine of a Spotless Mind. Le réalisateur Michel Gondry imaginait une clinique capable d'effacer les souvenirs amoureux et douloureux de ses patients. Et bien voilà que la réalité risque de dépasser la fiction. Selon Robert Nash, psychologue de l'Ashton University, les scientifiques pourraient bientôt remplacer les mauvais souvenirs par d'autres, plus heureux et inventés. Une énième fois se pose la question du lien entre éthique et science. Doit-on changer la perception que nous avons de notre propre vie ? Pour ma part, je vous conseille plutôt de replonger dans les œuvres d'anticipation de Philippe Cadic. Les titres de votre 20h. La parole du pape est-elle d'évangile ? C'est le regard du 20h avec les journalistes Marie-Joseph Harry-Guélandine et Sébastien Pisagne, psychanalyste, thérapeute familial Bernard Prieur et l'invité événement de votre 20h. Il y a quelques jours, nous avons enregistré sur le plateau de Pendant le 20h l'interview du psychanalyste, l'un des grands psychanalystes français, Bernard Prieur. Je vous propose de la regarder. Bonsoir Bernard Prieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis très heureux de vous accueillir sur le plateau de Pendant le 20h. Vous êtes directeur, fondateur du CECOF, le Centre d'études cliniques des communications familiales que vous avez créé en 1979. Et vous publiez avec Nicole Prieur La famille, l'argent, l'amour, les enjeux psychologiques des questions matérielles aux éditions Albin Michel. Bernard Prieur, argent et amour font-ils bon ménage ? Pas tellement, pas tellement. Parce que compte tenu des dictons populaires, quand on dit qu'en amour on ne doit pas compter, quand on pense qu'en général l'argent c'est quelque chose de sale, de matériel, alors que l'amour c'est un affect et donc c'est une émotion et c'est beaucoup plus noble, on a en général énormément de difficultés à concevoir et à concilier amour et argent. Alors en fait, notre objectif à nous, c'est de montrer que l'argent et l'amour devraient faire bon ménage. Et puisque, effectivement, on peut s'arranger pour qu'ils fassent bon ménage, cela permettrait à la fois de pouvoir compter, mais en même temps de pouvoir s'aimer. Alors quand vous dites en amour on ne compte pas, c'est ce que vous appelez, je crois, la mythologie du couple moderne, hein ? C'est la mythologie du couple moderne, mais c'est aussi la mythologie de toutes les familles. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous avez un enfant qui arrive, qui est au monde, et il a un petit frère ou une petite sœur, eh bien, effectivement, l'enfant va commencer à compter inconsciemment. C'est ce que nous appelons la calculette inconsciente. Il va commencer à compter ce qu'il va devoir partager avec son frère, avec sa sœur. Le gâteau, il sera plus en entier, mais il sera en quart. Les jouets, il devra partager avec lui. Donc, forcément, on compte quand on est un enfant. Quand on est un couple, eh bien, on le sait, moi qui suis thérapeute de couple, on le sait que dès les premières rencontres, on compte ce que l'autre paye, le café qu'il veut payer, la place de cinéma qu'il est prêt à payer, etc., etc. Donc, en réalité, on compte sans arrêt en amour. Et par exemple, on compte aussi le cadeau qu'on nous a fait. C'est un cadeau qui représente beaucoup d'argent, qui ne représente pas beaucoup d'argent, donc on compte sans arrêt. Alors ça veut dire que ça régit, ça rythme les liens interpersonnels, cette question de l'argent, finalement, Bernard Prieur ? Ça organise les liens interpersonnels, c'est-à-dire que, d'une certaine façon, en amour, on compte parce que ce qui est le plus important pour un individu, c'est de compter pour l'autre. Vous écrivez d'ailleurs, Bernard Prieur, si vous permettez, dans le propos introductif de votre ouvrage, en écho à ce que vous venez de nous dire, cet argent qui circule en famille est constitutif, justement, du lien. Il leur donne des places, organise des relations, il peut parler d'amour comme d'emprise. Moi, ce sont ces deux termes, parler d'amour comme d'emprise. Eh bien, si vous voulez, l'argent est un objet vivant. C'est un objet vivant et c'est un objet qui peut avoir à la fois des sens paradoxaux. Par exemple, l'amour, l'argent, c'est à la fois un totem. Dans certaines sociétés, on montre l'argent que l'on a. Dans la société américaine, on va vous dire combien vous gagnez de dollars, etc., etc. Et par ailleurs, à côté du totem, il y a des sociétés comme les nôtres où on ne veut pas dire ce qu'on gagne. Un tabou. C'est un tabou. D'accord ? Donc, vous avez d'un côté, vous avez de l'autre. Vous avez aussi, par exemple, l'argent, c'est aussi ce qui permet d'acquérir des biens.
hein. Et alors souvent on a dit oui, mais acquérir, avoir, c'est pas bon. Mais aussi on peut dire que l'argent, ça permet non seulement d'acquérir des biens, mais ça permet aussi d'être. Par exemple, si j'ai envie de payer des études privées à mes enfants, si j'ai envie de payer du loisir, si une femme ou un homme a envie de revoir son chirurgie esthétique, etc., etc., grâce à l'argent, il va pouvoir être. Donc, à la fois l'argent, c'est à la fois être et avoir. Et pour en revenir à l'emprise, eh bien, c'est la même chose. L'argent, ça vous libère, parce que grâce à l'argent, vous pouvez acquérir, vous pouvez vous libérer, vous pouvez faire un certain nombre de choses. Mais aussi, on peut dire que l'argent, ça peut être ça peut avoir un effet d'emprise, d'emprise sur l'autre. Par exemple, un homme ou une femme qui gagne beaucoup d'argent, ou un père de famille, ou des parents qui ont beaucoup d'argent, peuvent avoir de l'emprise sur leurs enfants. Hein. Et compte tenu de l'argent qu'ils versent et compte tenu de l'argent qu'ils donnent, ils peuvent des fois avoir un certain droit vis-à-vis des autres. Donc, vous voyez, l'argent, c'est à la fois l'un et l'autre, le blanc et le noir. Ouais, ça joue sur les deux tableaux, hein, finalement. Voilà. Ça veut dire aussi que dans votre travail, vous questionnez donc la place de l'argent. Finalement, Bernard Prieur, dans nos sociétés contemporaines, notre rapport individuel et collectif à l'argent. Tout à fait, notre rapport individuel et collectif, c'est-à-dire notre rapport individuel, à savoir que par exemple, quand au niveau du travail, au niveau d'une entreprise, qu'est-ce qu'on vaut? Est-ce qu'une femme peut réclamer la même chose au point de vue argent qu'un homme, sachant qu'actuellement, on sait que les femmes gagnent par exemple 20 à 30% de moins que les hommes. Par exemple. Donc, c'est une position individuelle. Maintenant, une position collective dans la famille aussi. Compte tenu du fait qu'on est le premier, le deuxième ou le troisième, on va avoir des positions différentes et on va réclamer des choses différentes. Donc, ça, vous l'avez remarqué dans les rencontres, dans les analyses que vous avez faites. Ce sont des questions qui reviennent souvent ? Si vous voulez, ce sont des questions qui reviennent souvent, mais jamais explicitement, implicitement. Implicitement, c'est-à-dire que par exemple, quand vous avez une question d'héritage ou de succession dans une famille, eh bien, on s'aperçoit que par exemple, au moment de l'héritage, au moment de l'ouverture du dossier chez le notaire ou quoi, eh bien, par exemple, l'aîné peut avoir l'impression qu'il aurait, comme il est l'aîné, il doit avoir plus que les autres, etc., etc. C'est à ce moment-là que ce genre de choses sortent. Mais en réalité, c'est une organisation qui n'était pas explicite jusqu'à présent et qui le devient à propos d'événements particulier. Est-ce qu'il y a une pudeur méditerranéenne à moins parler d'argent? Nous sommes en Corse, vous connaissez bien notre région, évidemment, vous y travaillez également. Est-ce qu'il y a une spécificité, tiens, pour reprendre un terme qu'on entend souvent concernant la Corse, une spécificité liée à l'argent et à la famille? Oui, il y a une spécificité. Il y en a plusieurs. Hein. J'imagine. Mais déjà, il y a une spécificité. C'est-à-dire que je trouve que, recevant des familles corses en consultation à l'hôpital de Castellucci, la spécificité, c'est qu'en Corse, j'ai le sentiment qu'il faut être solidaire. Et dans la mesure où il faut être solidaire, les frères et les sœurs ont une obligation de partager. Même si on ne s'entend pas, on doit partager. Hein, ça, c'est une chose. Une autre spécificité, je trouve, de la famille corse, c'est, d'une certaine façon, cette idée ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi est à toi. On ne fait qu'un. Oui, mais on peut se poser la question, lequel ? Hein ? Donc, ça, c'est aussi une spécificité, c'est-à-dire, d'une certaine façon, il n'y a pas de délimitation entre ce que j'ai et ce que tu as. Ça, c'est une deuxième spécificité. Et puis, une troisième spécificité, c'est à la fois cette solidarité, mais aussi le fait que on est quand même, les familles corses ne se posent pas la question de l'égalité. Oui, c'est l'un des points importants, hein, notamment dans votre triptyque, de ne pas se poser la question de l'égalité. Donc. Voilà, on ne se pose pas la question de l'égalité, ce qui fait qu'à la fois c'est intéressant parce que du coup les familles corses sont toujours là, on peut toujours compter sur les uns et sur les autres, etc. Mais d'un autre côté, quand à un moment donné on veut s'individualiser par rapport aux autres membres de la famille, c'est beaucoup plus difficile. Est-ce qu'on arrive de vous dire des expressions comme « je n'ai pas de problème avec l'argent ». J'imagine que c'est une expression presque, sans jeu de mots, monnaie courante en tout cas.
C'est-à-dire que quand on a commencé à faire ce livre, qui est la suite d'autres livres... Oui, vous avez beaucoup publié sur ces questions. On nous dit tout de suite, ah c'est formidable ce sujet de l'argent, mais vous savez, moi je n'ai pas de problème d'argent. Pas moi. Alors finalement, ça veut dire quoi ne pas avoir de problème d'argent? Bon, je pense que l'objectif, c'est pas de savoir qui a un problème d'argent ou qui n'a pas de problème d'argent. Parce que qu'est-ce que ça veut dire qu'avoir un problème d'argent? Est-ce qu'être radin, c'est avoir un problème d'argent? Est-ce qu'être économe, c'est un problème d'argent? Est-ce que... j'ai envie de dire non. Non, je veux dire, ce n'est pas un problème. Je veux dire, bon, c'est vrai que si nous avons des parents qui sont plutôt économes ou si nous avons un mari ou une femme qui est plutôt radin, ça va compliquer, ça va compliquer les relations. Hein. Et à part certaines situations psychopathologiques, comme par exemple les personnes qui utilisent des substances et qui ont besoin d'avoir beaucoup d'argent pour avoir ces substances-là, par exemple des personnes qui sont addictes à certains produits ou quoi, où il y a là vraiment des problèmes qui obligent à avoir une dépendance à l'argent, mais à part ces situations-là, on ne peut pas dire qu'il y a des problèmes psychopathologiques de l'argent. C'est-à-dire que ça entretient des relations particulières, voilà. Alors, du coup, j'ai envie de dire j'ai un problème avec l'argent, ça voudrait dire qu'il y a une normativité, une norme à se servir d'argent au passage d'argent. On n'est pas d'accord avec ça. Il n'y a pas de normativité. Hein. Il y a simplement des organisations relationnelles un peu difficiles par moment. Organisation relationnelle et forcément individuelle, le rapport individuel à l'argent, il questionne chacun d'entre nous, hein, Bernard Prieur. Oui, l'argent interroge chacun d'entre nous, mais en ce qui nous concerne, on pense que c'est au niveau du social et des relations sociales qu'on a acquis ces comportements vis-à-vis de l'argent. Par exemple, vous voyez, une des spécificités, pas forcément de la famille corse, mais de toutes les familles continentales, les Corses et ailleurs, c'est que autant on va critiquer ses parents sur des attitudes parentales, hein, qu'ils ont été sévères, qu'ils ont été autoritaires, etc., etc., autant on critique rarement ses parents sur les questions d'argent. On les critique rarement. Même si on trouve à redire, les individus ont toujours des mots, des gestes pour excuser leurs parents. Ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils pouvaient, ils ne pouvaient pas faire plus, ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils se sont sacrifiés. C'est-à-dire que d'une certaine famille, d'une certaine façon, on ne touche pas ou on touche difficilement à l'argent et à sa famille par rapport à l'argent. Totem et tabou, c'est une expression que vous avez utilisée. Il y a tout cela aussi dans votre ouvrage. Alors toutes ces questions, évidemment, vous les développez plus amplement dans votre livre « La famille, l'argent, l'amour, les enjeux psychologiques des questions matérielles » aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup Bernard Prieur d'avoir accepté notre invitation. Merci. Autre sujet ce soir pour votre débat, la parole du pape est-elle d'évangile? Nos deux journalistes, Marie-Joseph Harry-Landine et Sébastien Pézagne, tentent de répondre. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Tente d'y répondre parce que c'est tellement vaste. C'est la parole du pape est-elle d'évangile? Alors récemment, le pape François a accusé les manuels scolaires français, je le cite, d'endoctrinement sournois de la théorie du genre. La ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, lui a répondu, regrettant une parole pour le moins légère et infondée. C'est avec vous, Marie-Jo, que je commence. Cette parole, celle du pape, est-elle d'évangile? Alors, c'est effectivement un sujet assez complexe. La parole du pape est une parole d'importance, c'est évident. Mais pour moi, elle n'est pas parole d'évangile, dans la mesure où il faut quand même rappeler que le pape est le chef de file donc, des catholiques et c'est le successeur de Pierre. Il s'est assis sur le siège de Pierre pour diriger l'Église catholique. Or, la parole d'évangile est justement celle de Jésus, donc pour les catholiques, du représentant de Dieu. Le pape n'est pas dans ce rôle-là. Il est dans un rôle de guide, de berger, mais il n'est pas du tout dans le rôle de la parole divine. Donc il a le droit de se tromper. Alors est-ce qu'on peut... Parce qu'au fond, c'est ça. Elle est habile, Marie-Jo, elle est très habile. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'elle est là, évidemment. Non, est-ce qu'on peut remettre... Alors je vais aller jusqu'à la caricature. Est-ce qu'on peut remettre en cause, comme ça, la parole de notre cher pape? Oui, enfin bon, on peut la remettre en cause, bien évidemment. En fait, on a découvert au détour de cette polémique que le pape était catholique. Ça y est, c'est officiel. Le pape est catholique. Alors évidemment, il y a eu polémique parce que, alors Marie-Jo, on en discutait un peu en coulisses et un petit peu plus précise que moi là-dessus, la théorie du genre dans les manuels, il semblerait qu'il se soit tout de même un petit peu trompé là, au détour de... Mais
Il n'en reste pas moins qu'à mon sens, le pape exprime quelque chose de tout à fait classique dans le cadre de l'Église catholique. Vous savez que le mariage est quand même central pour l'Église, c'est un sacrement. Et la manière dont les choses se déroulent dans la société occidentale à l'heure actuelle pose question pour l'Église qui défend bien sûr sa vision du mariage. Un homme, une femme, sous le regard de Dieu. Alors sur la théorie du genre, on va donner des précisions évidemment. Ceux qui la dénoncent affirment que la théorie du genre vise à effacer toute différence biologique comme sociale entre les hommes et les femmes. Et d'ailleurs, sur ce que vous venez de dire, Sébastien, sur les manuels, est-ce qu'elle est enseignée ou pas dans les manuels scolaires, ces mots de Francette Popinot, qui est la porte-parole du SNUIP, c'est le syndicat principal enseignant du primaire, qui a déclaré « Je suis surprise que le pape se permette des propos aussi rapides et infondés. Il n'y a pas d'enseignement de la théorie du genre, ni à l'école, ni au collège. » Est-ce à dire que le pape François est sous l'emprise de lobbying ? Non, moi je ne pense pas. Attendez, c'est un jésuite, ne l'oublions pas, et qui trompera un jésuite, à mon avis, devra se lever tôt. Oui. Non, et attention, parce qu'en plus, cette fameuse phrase qui a posé problème dans le propos du pape, qui avait à voir avec l'éducation nationale, donc évidemment, ça nous a énormément choqués, et notre bonne République laïque a pu se payer une petite polémique avec le Saint-Siège, qui ne fait pas de mal. Mais il faut voir que dans le propos du pape, on parle également d'un cas, puisqu'on parle là donc du cas d'un papa français, mais il y a aussi le cas d'un papa espagnol qui est évoqué. Oui, le propos du pape est beaucoup plus globalisant que ce qu'on pourrait imaginer, dépasse même le cadre de la France. Et je vous dis, encore une fois, c'est pas du tout par hasard qu'il met les pieds sur ce sujet. Il lui revient sans doute tout un tas d'éléments sur le fait qu'effectivement, ce mariage qui est en crise, ce mariage religieux, c'est véritablement une problématique pour le pape. Alors, et pas naïf. Quand on pose cette question, la parole du pape est-elle d'évangile, c'est évidemment pour évoquer la parole, peut-être même politique, finalement, du pape. Il s'adresse à son cœur de cible également, comme peut le faire un candidat, un homme politique. Alors en fait, évidemment, il s'adresse à ses ouailles, c'est évident, il est là pour ça, mais il ne leur donne pas à entendre ce qu'ils ont envie d'entendre. Son rôle en tout cas, est plutôt de leur donner à chaque fois le modèle le plus haut vers lequel il faut tendre. Ça ne veut pas dire que tous les catholiques vont être parfaits. C'est une religion quand même, le catholicisme, qui est une religion aussi du pardon, de la rédemption. Donc le péché peut aussi être lavé. Donc on tend vers ce qu'il y a de plus haut. Maintenant, si on n'y parvient pas, on sait que c'est une religion qui peut aussi pardonner. Quand il y a de la sincérité, vous ne tuez pas quelqu'un, puis vous allez à confesse, et puis vous retournez tuer quelqu'un. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'il parle à des gens, mais pas pour leur faire plaisir, pour à chaque fois les guider. C'est vraiment un guide, c'est vraiment un berger. Donc, il n'est pas dans cette posture de politique qui donne souvent aux gens ce qu'ils attendent. Il est vraiment dans une posture qui doit éclairer la parole, parce que c'est quand même une parole, l'évangile, qui a 2000 ans. Donc, il faut quand même la réactualiser un petit peu, la mettre au goût du jour, et puis surtout lui donner un ancrage dans la réalité. Et il se trouve que ce pape-là a un véritable ancrage dans la réalité. Oui, ça, c'est certain. Alors c'est pour ça que d'ailleurs j'aime pas trop cette notion de politique. Il n'y a pas d'élection au bout. Alors c'est intéressant. Alors, ça veut dire que vous pensez que le pape n'est pas un fin politicien, le Vatican tout de même. C'est un chef d'État, c'est vrai. Alors c'est intéressant. Regardez un petit peu en 3 ans là, ou à peu près. D'abord, il s'attaque à la curie romaine, réforme très difficile à mener. Donc le gouvernement de l'Église. Regardez un petit peu son activisme au niveau international. L'embargo de Cuba, la fin de cet embargo, il a joué un rôle. Présent à Lesbos également, pour dire à l'Europe, notamment, mais attendez, la Méditerranée ne peut pas se transformer en un cimetière par rapport à la problématique des réfugiés. C'est quand même quelqu'un, effectivement, dont la parole porte aussi sur le plan international. Il incarne quelque chose d'assez différent, notamment au niveau de la mondialisation, où il replace l'homme au centre, loin d'une mondialisation financière. Alors si sa parole porte, on va décrire un petit peu la communication qu'il y a autour, parce que ça nous intéresse évidemment souvent pendant le 20h de décrire la communication politique, même celle du pape. Il y a eu de très grands portraits le concernant, notamment dans les magazines américains, Newsweek, qui parfois même remettait en cause son catholicisme, parce qu'on disait, on le dit encore aujourd'hui, un pape très progressiste. Il y a cette frontière entre progressisme et conservateur concernant évidemment le rôle du pape. C'est peut-être ça qui a heurté, qui a interpellé l'opinion publique.
pas que française sur la théorie du genre, qu'on ne s'y trompe pas. Les médias allemands, les médias espagnols, les médias italiens ont tous, y compris les médias italiens, la Corriere della Sera, ont tous réagi. Pour moi, il y a une profonde maldonne. Comme vous dites, ce problème entre conservatisme, progressisme. On a voulu voir effectivement dans le pape François, il a donné des signaux dans ce sens-là, beaucoup de progressisme, notamment sur les questions que j'évoquais, des questions sociales, des questions parfois internationales. Mais il n'en reste pas moins le patron de l'Église. C'est quand même quelqu'un qui, à un moment donné, tient à maintenir un dogme sur des principes, des choses assez fondamentales. Et Dieu sait que le mariage, aux yeux de l'Église, est encore une fois un sacrement, quelque chose de sacré. Oui, c'est le fondement de son job, d'être conservateur. Il faut à tout prix, effectivement, qu'il a... conservateur ou progressiste, c'est ça qui est difficile. Il faut vraiment qu'il conserve cette parole, il faut qu'il lui conserve un sens. Après, c'est vrai que c'est son rôle de s'ancrer dans la modernité. Donc c'est vrai que modernité plutôt que progressisme, c'est peut-être plus adapté. Répondre aux gens avec leurs vrais soucis d'aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on l'a vraiment vu comme un pape extrêmement moderne parce qu'il a un peu laissé le décorum, il s'est arrêté pour voir les gens, il s'est arrêté en bordure de route pour voir cet adulte handicapé, etc., etc. Vous voyez, il a cette manière de faire qui ne le déconnecte pas de son rôle de prêtre, en fait. C'est pas parce qu'il est arrivé aux fonctions les plus hautes de l'Église qu'il n'est pas resté un prêtre comme les autres. Pasteur. Et pasteur aussi pour ses brebis. Et le pasteur, le prêtre, a un autre rôle, c'est-à-dire qu'il n'a pas ce rôle un petit peu sacré du pape, c'est-à-dire que le curé peut donner un conseil à une de ses ouailles quand sa sécurité, sa santé, quelque chose est en danger, le problème du préservatif par exemple, un curé peut très bien dire à quelqu'un oui, vas-y, utilise un préservatif. Les dispensaires catholiques disent oui, vas-y, utilise un préservatif. Mais lui, il est sur une parole qui est au-delà, qui est une parole qui est plutôt celle du concept. Et dans le concept catholique, il faut que Fût-elle erronée, cette parole, comme c'est le cas, là, sur la théorie du genre? Alors, le gros problème, là, sur cette affaire, c'est que le pape s'exprime par le biais d'une espèce de parabole. C'est vrai qu'une dépêche d'agence est un petit peu plus précise. Qui est ce père qui se plaignait qu'il y avait ces enseignements relevant de la théorie du genre? Bon, effectivement, là, on est un peu limite. Il profite, je dirais, d'un exemple tel que celui-ci pour s'exprimer plus globalement sur effectivement une théorie qui pose problème aux yeux de l'Église, et même au-delà. Mais c'est vrai que la parole est un peu plus friable à partir du moment où, vraisemblablement, dans les manuels, on ne retrouve pas texto, quelque chose qui peut relever directement de la théorie du genre. Il a un compte, un fil info Twitter, le Vatican a fait oui, il faut le dire, c'est tout récent, enfin ça va quelques mois maintenant, un fil info Twitter, et il a même embauché un responsable de la communication qui structure tout ça du côté du Vatican, ce qui n'était pas le cas avant lui. Donc tout ça participe aussi d'un discours politique, même si vous ne voulez pas l'entendre, cette expression. En tout cas, il est sûr qu'il y a une parole médiatique. Cette parole médiatique, il faut quand même s'en méfier. Et c'est vrai, quand on attend un avis du pape, un avis en tout cas ferme et définitif, on l'attend plutôt dans les encycliques, qui sont vraiment réfléchies, qu'il ne fait pas tout seul d'ailleurs. Alors que là, on est sur une parole qui est un petit peu plus débridée, et c'est vrai qu'elle est un peu plus dangereuse du coup. Alors 40 secondes pour conclure, pour donner vos arguments, pour résumer votre pensée. C'est la règle de pendant le 20h, vous la connaissez. C'est avec vous que je vais commencer, Sébastien. La parole du pape est-elle d'évangile? Alors bon, pas forcément d'évangile. Effectivement, elle peut être remise en cause. On peut s'interroger pourquoi se saisit-il de ce sujet à ce moment donné. Par rapport à la parole du pape en général, parce que là, on a été dans une espèce de polémique un peu franco-française, même si elle a été reprise au-delà. Moi, ce qui me frappe surtout, c'est que c'est un pape. Il ne faut pas oublier qu'il est argentin, qu'il parle de colonialisme intellectuel, en tant qu'Argentin qui a connu les Américains et leur action en Argentine plutôt néfaste. C'est un pape également qui s'adresse à la périphérie, aux périphéries. Je veux dire qu'au niveau du message et vraiment de sa parole, il y a des choses qui sont en train de muter. Il ne s'adresse pas directement à notre petite société française, ça va bien au-delà. Et c'est un pape qui a clivé aussi, on l'a un petit peu dit. C'est à vous, Marie-Jo, la parole du pape est-elle d'évangile? Difficile de conclure là-dessus. Là, effectivement, sur cet événement particulier, surtout sur cette théorie du genre, donc effectivement qui était dans les manuels en 2011. Il y a quand même eu 3 manuels qui avaient parlé de ce système, de ce concept un petit peu différent qui sépare mâle-femelle d'un côté et masculinité-féminité de l'autre. Bon, c'est vrai que dans la langue française, on n'a pas de genre neutre.
En anglais, il y a un genre neutre, mais en français, il n'y en a pas. Donc, on est peut-être encore plus troublé que les autres par rapport à cette théorie du genre, ou si la théorie existe. Là, je trouve que le pape est allé peut-être un petit peu vite en besogne, effectivement, en donnant une parabole. Je pense qu'il faut d'ailleurs garder ça comme une parabole pour expliquer qu'il y avait peut-être un danger sur ce genre de principe. Mais je crois que voilà, il faut qu'on lui donne le temps de se poser et d'écrire. Oui, surtout, c'est ça, de ne pas être moins spontané, en plus devant des journalistes. Hein, mais voilà. Comme ferait un chef d'État dans son avion. Exactement. Merci beaucoup à vous deux d'avoir essayé d'apporter des éléments de réponse à cette question. La parole du pape est-elle d'évangile ? Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez sur France 3 Corse Viasté, évidemment, à la suite de nos programmes. Et je vous dis à demain, même lieu, même heure, pendant le 20h.